Bonjour, est-ce qu'on peut me confirmer qu'on m'entend bien, s'il vous plaît, en levant la main virtuellement ou en m'écrivant sur le chat? On me confirme que oui, merci. On va débuter dans une minute. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur la gestion de la performance et de l'appréciation en continu. Nous sommes le 21 février 2019. Ça fait plaisir de partager avec vous cet atelier présenté par Sage Assurance Collective et Rente Collective et Sage Ressources Humaines. Donc, vous verrez dans ce webinaire, toujours sous la même formule, 45 minutes environ de contenu. Et on se réserve la dernière partie pour des questions que vous pouvez inscrire directement sur le chat. Donc, on me confirme toujours qu'on m'entend bien. Merci. Donc, rapidement, pour me présenter, je m'appelle Maxime Dubois, je suis le directeur des ressources humaines pour Sage Ressources humaines. J'ai une expertise principalement dans le domaine des RH, spécifiquement dans la gestion de la performance. Ça fait plus d'une douzaine d'années que je suis dans ce domaine et que je me spécialise dans l'appréciation et la gestion de performance des dossiers d'employés. Donc, je vous fais un petit salut avec ma webcam, comme ça, bonjour, bonjour tout le monde. Je vais la terminer tout de suite pour ne pas ralentir le processus pour autant. Alors, aujourd'hui, les conditions de succès pour cette formation, cet atelier, bien entendu, c'est le respect mutuel chacun entre nous sur le chat et sur les messages et les questions. Fermeture de votre micro, je le contrôle en passant votre micro, mais si jamais vous réussissez à l'activer, s'il vous plaît, soyez vigilants pour ne pas déranger les autres personnes. Vous pouvez toujours à chaque moment faire une capture d'écran pour conserver des éléments. Sachez également que ce webinaire sera toujours disponible cet après-midi en fin de journée sur la chaîne YouTube de Sage Assurance Collective. Donc, je vais tenter bien entendu, de respecter l'ordre du jour. Aujourd'hui, comme prévu, 45 minutes de contenu. Également, dans tous les cas particuliers, si vous me posez des questions, je vais essayer de rester générique dans les 15 minutes finaux. Si jamais vous avez d'autres questions plus spécifiques, n'hésitez pas à écrire à Sage RH, donc à rh@sagedecision.com. Vous aurez les coordonnées à la fin de la présentation. Vous pouvez toujours nous appeler également au numéro de téléphone. En faisant l'option 2, vous pourrez nous parler à ce sujet-ci. Donc, les objectifs aujourd'hui de l'atelier, de la formation, c'est que j'aimerais bien que vous soyez en mesure de, comprendre le processus d'évaluation annuelle formel, celui qui existe historiquement en gestion des ressources humaines. Je vais aussi vous présenter une pratique qui prend beaucoup plus d'importance et qui est comme une nouveauté dans le domaine de la gestion des ressources humaines et en gestion d'appréciation continue qu'on appelle. Je vais vous proposer également des stratégies efficaces, des outils, des nouvelles tendances sur la gestion du rendement et de l'évaluation de la performance.
Donc ça, c'est ce qui est prévu à l'agenda aujourd'hui. Donc dans un premier temps, l'évaluation de rendement ou l'évaluation de performance, on va dire que c'est des synonymes pour les besoins de la cause. Eh bien, qu'est-ce qu'on évalue au final? C'est trois choses. Le savoir-être spécifiquement, le savoir-faire et je rajoute aussi le savoir-vivre. Aujourd'hui, c'est important d'avoir un code de vie, un code d'éthique dans nos organisations. Donc, on peut éventuellement évaluer plusieurs éléments. On peut évaluer des compétences. On peut évaluer des compétences qui sont comportementales, donc des gens qui agissent avec respect, qui ont un bon service à la clientèle, qui ont un travail d'équipe efficace. Ou ça peut être des éléments techniques comme la quantité du travail, un rythme de travail, la qualité du travail. Ça peut être également pas la ponctualité, mais plutôt le respect des délais, des échéances, des choses comme ça. Donc, globalement, ce qu'on peut faire en évaluation des employés, c'est, un, leur donner des objectifs ou les évaluer sur des objectifs qui peuvent être mensuels, qui peuvent être trimestriels, qui peuvent être annuels. On peut également avoir une évaluation plus axée sur les tâches, donc qui découle d'une description de poste. Par exemple, bon, ben, tu dois faire la rédaction de lettres, tu dois faire le ménage de ton bureau, tu dois assurer la réponse téléphonique après 3 coups de téléphone, etc., etc., des tâches spécifiques qui nous permettent d'évaluer les gens en fonction de leurs tâches quotidiennes. On peut donner aussi des mandats spéciaux aux gens. Ça peut être des mandats qui sont spontanés, ça peut être des mandats qui sont plus stratégiques, qui s'échelonnent sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et spécifiquement, on s'amusera à les évaluer également. Lorsqu'on est dans de l'évaluation d'équipes de leadership, par exemple, on peut également évaluer les attentes de leadership, le niveau de responsabilité, le niveau d'imputabilité, le niveau d'intervention, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la gestion budgétaire. Et même s'ils sont également propriétaires de projets ou responsables de projets, on peut également les évaluer sur l'avancement des projets de façon efficace ou justement la profitabilité des projets, la satisfaction clientèle des projets. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut évaluer et là, ça sera un peu à vous de déterminer dans votre secteur d'activité, dans votre culture d'entreprise, sur quoi vous axez spécifiquement votre évaluation de performance et de rendement. Ceci étant dit, ce qui est le plus important lorsqu'on évalue nos gens, c'est qu'ils aient des critères ou des indicateurs de performance qui sont clairs. Donc, je vois souvent des organisations qui sont intéressées à mettre en place un programme d'évaluation de la performance. Par contre, les indicateurs ne sont pas clairs ou les objectifs ne sont pas clairs. Donc, on devrait, dans un premier temps, élaborer les critères et les indicateurs de performance, laisser du temps à nos gens à comprendre qu'est-ce que ça a comme incidence, c'est quoi les enjeux, quel genre de performance ils doivent atteindre, quels sont les types d'objectifs pour ensuite mettre en place notre programme d'évaluation qui pourrait être 6 mois, 1 an plus tard, par exemple. Donc, la stratégie, c'est que on garde ça en tête parce que c'est pas tout à fait équitable et légitime de dire on met en place un système d'évaluation, on vous évalue, alors que au début, on ne savait pas sur quoi on était évalué au final. Donc, c'est pour ça qu'il y a une bonne pratique qui s'appelle SMART, donc de mettre des indicateurs ou de créer des indicateurs qui sont, comme on dit, SMART. Puis je vais revenir dans quelques instants. Je vais juste revenir sur mes autres diapos, inquiétez-vous pas. Mais c'est quoi un indicateur qui est SMART? Donc, c'est un acronyme qui veut dire les choses suivantes. Donc, S pour spécifique, 2 mesurable, 3 atteignable, 4 le R réaliste et 5 temporel. Donc, je vous donne un exemple. Si l'objectif, c'est de travailler bien ou de bien travailler, c'est pas très spécifique, c'est difficilement mesurable. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que je suis capable de l'évaluer dans le temps? Moi, je dirais, par exemple, ben, je veux que tu travailles mieux que l'année dernière. Ben, c'est pas un indicateur, selon moi, qui est facilement évaluable. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours tenter de rendre les indicateurs
smart, donc brillant, intelligent, facile à évaluer. Donc, qu'est-ce qu'on recherche dans le spécifique? C'est qu'il y ait un seul but. Donc, vous voyez ici en bas, là, donc, il faut que tu crées X produits, il faut que tu génères X dollars, il faut que tu génères Z croissance. Donc, ça, c'est spécifique, il y a un seul but. Il peut y avoir plusieurs buts, mais il faut que chaque indicateur soit très précis. Donc, il y a une précision. Deux, il faut que tu sois mesurable. Donc, il faut qu'il y ait un tableau de bord, il faut qu'il y ait des rapports mensuels qui soient générés, il faut que les données soient quantifiables, il faut que ça soit légitime, que l'employé puisse savoir en temps réel ou presque, et que l'employeur aussi, qu'est-ce qu'il y en est. Où je suis, est-ce que je suis en avance, je suis en retard, je me positionne comment. Trois, atteignable, donc il faut qu'il y ait des étapes, il faut que ce soit une croissance raisonnable. Donc, dans le passé, par exemple, si l'entreprise a une croissance soutenue de 5% annuellement, ben, ça serait légitime de dire, ça serait atteignable selon moi, de dire que il faut que ton travail ou tes objectifs de vente ou de croissance soient l'équivalent à peu près. Donc, réaliste, donc il y a des moyens réalistes. C'est sûr que si on ne donne pas les outils à nos gens pour atteindre ces objectifs-là, ou ils ne sont pas équipés en termes de formation continue ou de processus interne, ou que l'objectif est tout à fait impossible, il faut trouver le juste milieu entre ça devient un défi et ça devient impossible. Donc, un indicateur qui est impossible à atteindre, c'est certain qu'on va l'évaluer de façon négative à la fin de l'année. En le créant, on le sait que c'est inatteignable. Donc, il faut être prudent avec ça. Si votre entreprise a une croissance de 5% puis vous demandez 150% d'augmentation à votre employé, ben, il risque d'être démotivé plus qu'autre chose. Il faut trouver la bonne recette. Et temporelle, il faut qu'il y ait une date, donc il faut que l'évaluation qu'on fait se fasse soit sur une semaine, sur un mois, un trimestre, un an, peu importe, mais il faut qu'il y ait une période de temps qui est connue de l'employé puis de l'employeur sur laquelle on serait évalué sur cet indicateur. C'est bon? Donc, si on revient en arrière un petit peu, tout ça, quand on évalue quelque chose, sincèrement, c'est ce qui prend le plus de temps dans l'évaluation. Puis dans la préparation d'évaluation, c'est de créer les indicateurs et de s'assurer qu'ils sont valides et qu'ils sont smart. Donc, ce que vous connaissez d'emblée, je crois, là, à moins que vous me dites que vous avez absolument rien en place là, au niveau de la gestion de la performance. Puis d'ailleurs, je commencerai peut-être avec cette question-là avant de me lancer, mais avez-vous un processus d'évaluation présentement? Donc, ça sera pas long. Est-ce que mon processus est lancé? Donc, juste pour se connaître, là, on est une cinquantaine là, de connectés. Donc, on est à, bon, pratiquement tout le monde a répondu. On est à 85% oui, 15% non. Donc, des fois, dans un secteur d'activité, c'est pas spécifique. C'est pas nécessaire non plus d'avoir un processus en bonne et due forme, mais ça serait une bonne pratique. Donc, j'y reviendrai avec ça. Donc, je masque tout ça. Je veux être sûr que vous voyez bien ma présentation. Super. Donc, l'évaluation traditionnelle, pour ça que je veux la positionner, c'est celle que vous connaissez sûrement. C'est soit l'évaluation annuelle ou des fois ça peut être biannuel. La fréquence n'a pas vraiment d'importance. Il faut juste qu'il y ait une rencontre. Souvent, à ce moment-là, il y a dans la discussion, il va avoir, ben, voici tes forces, voici ce qu'on a aimé voir dans tes comportements, dans ta performance, puis voici tes points faibles ou tes opportunités de développement, puis qu'est-ce qu'on te propose pour t'améliorer. Ça, c'est souvent axé sur l'atteinte d'objectifs qui ont été préétablis. Donc, comment on fait pour l'appliquer ça au quotidien? Mais je pense que vous êtes habitués, vous cumulez les informations, vous cumulez les indicateurs au fil du temps, au fil de l'année, pour effectivement et finalement faire une évaluation globale à la fin de l'année, une synthèse là, qui nous dit, ben, OK, à la lumière de ce qu'on a vu dans la dernière année, on te donne une cote de 8 sur 10 pour tous les éléments et voici tes forces, tes opportunités. Bon.
Ça, c'est super, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui est encore dans les organisations. Maintenant, ce qui est intéressant, puis ce qui est soutenu, puis surtout avec la nouvelle génération de travailleurs, on a une tendance à aller vers l'appréciation en continu. Je vous explique un peu c'est quoi, puis l'atelier d'aujourd'hui va se terminer là-dessus aussi. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus d'évaluation traditionnelle, mais c'est que globalement, là, la stratégie, c'est que on fait de la rétroaction sur le champ. Donc, on ne cumule pas nécessairement des données, des comportements ou de la performance pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais on donne de la rétro, on donne du feedback sur le champ, que ce soit constructif, positif, négatif. Donc, ce qu'on veut faire en appréciation continue, c'est de souligner puis de célébrer le maximum d'éléments au quotidien, hebdomadaire, mensuellement. Donc, on veut axer sur les comportements gagnants, mais on veut aussi, quand c'est le moment, d'adresser des situations qui nécessitent un peu plus d'attention. Donc, on veut souligner, comme vous le voyez, vous pouvez lire avec moi, mais on veut souligner des comportements, on veut souligner du service à la clientèle efficace, on veut souligner des bonnes idées ou des initiatives. Donc, c'est un peu ça la stratégie. Donc là, vous me direz, Maxime, mais éventuellement, il va falloir effectivement faire une évaluation traditionnelle un jour ou l'autre. Effectivement, l'appréciation continue, c'est que on n'attend pas des moments spécifiques, on le fait au quotidien, mais il y aura aussi, si on le désire, un moment plus important où on fera une rencontre plus formelle, où on fera l'évaluation proprement dit. Donc, sachez que 50% des employés au Québec disent manquer de reconnaissance au quotidien. Euh, c'est beaucoup. Surtout la génération actuelle est exigeante. Elle demande reconnaissance, engagement, mobilisation. Elle demande aussi d'être engagée. Elle demande d'être impliquée, de connaître si elle fait bien son travail, de comment elle peut s'améliorer, comment elle peut vous aider à aller plus loin. Donc, le modèle d'appréciation continue est dans ce sens-là. Il est très valide avec ce qui est recherché. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard si ça vous intéresse sur le sujet. On va, on va se concentrer principalement sur les bonnes pratiques d'évaluation traditionnelles aujourd'hui, mais aussi sur l'appréciation en continu. Pourquoi on fait de l'évaluation? Ben, est-ce qu'on veut tout simplement faire un simple constat dans notre entreprise de qui est performant, qui l'est moins? Est-ce qu'il y a des forces, des opportunités qui sont généralisées? Est-ce que c'est dans une optique de faire de la reconnaissance auprès de nos employés, donc de leur dire hey, bravo, continue, voici ce qu'on aime, etc., etc. Est-ce que c'est dans une optique d'appréciation? Donc, de leur dire on apprécie ton travail, voici les forces que nous retrouvons. Ça ressemble un peu à la reconnaissance, à la rétroaction, les trois vont faire. C'est dans une stratégie de développement de compétences ou de carrière. Donc, on fait de l'évaluation pour savoir si nos gens sont prêts à, par exemple, obtenir une promotion, aller dans une autre ligne, une autre division. Est-ce que c'est dans une optique justement de développement de carrière et de compétences? Et là, on mettrait en lumière les forces et les opportunités, mais on viendrait rattacher tout ça en plus à un processus de développement de compétences et de développement de justement ça pourrait être de la scolarité complémentaire, ça pourrait être des ateliers, du mentorat. Donc, ce serait d'arrimer un peu la performance avec le futur de l'employé. Ça peut être aussi dans le cas de processus disciplinaires. Donc, on veut monter des avertissements écrits, verbaux, des suspensions. Il y a des problèmes comportementaux avec nos employés. Stratégie de sortie quand je parle de congédiement. Donc, on veut peut-être évaluer les gens à nos objectifs. Ça nous permettrait justement de confirmer un début de processus d'une stratégie de sortie. Donc, les approches d'évaluation du rendement, on a l'approche comparative. Comment ça fonctionne, c'est que je veux juste me concentrer sur les trois premières étapes. Donc, la méthode de rangement, la méthode de comparaison, puis la méthode de distribution forcée. La méthode de rangement, c'est celle où on est capable de mettre l'ensemble des employés classés de 1 à 10, par exemple. Prenons par exemple, vous avez
Euh, D'emblée, on est capable de dire notre numéro un, c'est Samuel, notre numéro 2, c'est José, notre numéro 3, c'est Marc, puis ainsi de suite, puis on sait à peu près qui est notre neuvième, dixième. Donc, la méthode de rangement, une fois qu'on a fait l'évaluation, quand on fera l'évaluation, ça va nous permettre de calibrer puis de voir si ces effets sont efficaces. La méthode de comparaison, ben, c'est de prendre un employé deux employés qui peuvent être, par exemple, évalués par deux gestionnaires différents et de comparer la cote ou de comparer la finalité, puis de voir si on est cohérent dans notre processus d'évaluation. Si un gestionnaire A donne une cote de 8 sur 10 à quelqu'un qu'on considère à côté dans une autre division qui a le même rendement, mais que le gestionnaire B, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre processus d'évaluation qui est pas bien compris, soit de nos gestionnaires ou de nos employés, ou que les objectifs ne sont pas smart. Donc, souvent, ça va nous permettre de voir des petites problématiques. Parce que si on a un 8 dans une division, puis on est dans la même entreprise, les gestionnaires devraient être alignés principalement. Et c'est ce qui fait que la méthode de distribution forcée, c'est-à-dire quand on force l'ensemble des gestionnaires à se rencontrer puis de dire Hey, Marc puis José, ils ont le même rendement, on n'a pas tout à fait la même cote, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi qui es trop sévère? Est-ce que c'est moi qui ne l'ai pas assez? Est-ce que c'est nos objectifs qui ne sont pas suffisamment précis? C'est un bon indicateur. Dans les autres méthodes, je ne rentrerai pas nécessairement dans tous les détails, là, mais celle-là, c'est celle qui est le plus connue. Euh, on me dit que une question, en espérant que ce soit pas ma question. Donc, dites-moi là toujours si ça semble généralisé, là. Est-ce que ça coupe? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui... Ça coupe moins maintenant? OK, merci. Donc, je sais pas, ça semble être... OK. Bon, parfait. Ça peut-être juste un nuage. Donc, l'approche des descriptives par trait comportement. Donc, une fois qu'on a fait l'ensemble de la méthode comparative où on compare nos évaluations entre nous, entre gestionnaires, eh bien, on peut également le faire en fonction des comportements qui sont en lien avec notre culture d'entreprise ou le rendement qui est intéressant dans notre organisation. Et finalement, on peut avoir aussi accès sur des résultats spécifiques, donc la gestion par objectif, la gestion de comportements qui sont précis, des normes de rendement, un pourcentage de croissance, un nombre de dossiers de réalisation. Donc, vous voyez, la première bulle, la bulle orange, c'est plus une méthode de s'assurer que notre processus est valide. La deuxième, c'est axé sur les façons de faire, euh, la force de nos indicateurs. Puis finalement, la troisième, c'est la gestion qui est axée sur plutôt l'évaluation qui est axée sur les résultats. Donc, en appréciation continue, donc la nouvelle méthode que je vous parlais tantôt, c'est qu'on va tenter de souligner un maximum d'éléments au quotidien de toutes ces méthodes-là, s'assurer qu'on est arrimé aussi entre gestionnaires. C'est un peu technique, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important, là, mais c'est de connaître, c'est des outils d'évaluation qu'on a qui nous permettent de valider votre processus. Un autre élément qui est intéressant, c'est celui-là, c'est que je vous propose, entreprise, de créer une échelle d'évaluation. Euh, Si je vous donne un exemple, je pourrais être arrimé, par exemple, avec l'ajustement salarial. Donc, ma collègue Aurélie vous a présenté également il y a quelques semaines euh, une présentation sur la politique salariale. C'était la possibilité d'évaluer euh, les employés et on avait un pourcentage qui était en lien avec la cote qui était attribuée dans l'évaluation annuelle. Donc, c'est une bonne pratique. Une pratique qui est valide lorsqu'on est dans un environnement où on veut mettre de l'avant le rendement, on veut mettre de l'avant une performance qui est efficace.
Donc, c'est pas tout le monde qui recevrait la même le même ajustement salarial. Ça serait plutôt fait sur une base de performance. Donc, je donne un exemple ici. C'est c'est une échelle de cotation sur 10, puis je vous montrerai comment ça s'arrime une grille d'évaluation ensuite. Mais si, par exemple, les employés ont une cote de 5, 6, 4, 3, ben c'est que les attentes sont soit partiellement atteintes ou ils ne le sont pas du tout. Et à ce moment-là, ces employés-là, devront être éventuellement gérés en discipline ou peut-être même en stratégie de sortie. Ce pas des employés qu'on peut conserver dans notre entreprise. Et en plus, on va les pénaliser de leur donnant pas d'ajustement salarial. On leur dit ton rendement n'est pas suffisant, tu n'atteins pas les objectifs. On ne viendrait pas te récompenser avec un ajustement salarial en plus. Euh, Par contre, pour nos bons employés, ceux qui ont une cote de 6 et plus, 6, 7, 8, qui atteignent entièrement les attentes, ou qui les dépassent constamment, ben là, on pourrait, par exemple, leur proposer des ajustements plus intéressants. Habituellement, la bonne pratique pour la masse, là, puis je vous présente juste l'autre petit acétate après, le diapo, puis je reviendrai à l'autre, inquiétez-vous pas, mais globalement, dans votre entreprise, statistiquement, c'est la loi normale qui s'applique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui, euh, sur 100 personnes, si vous avez une équipe de 100 ou sur 10 personnes, il y aura globalement au centre à peu près 60 à 70% de vos gens qui vont avoir une performance satisfaisante. Donc, la masse de vos employés vont avoir, par exemple, du 6, du 7, du 8 sur 10. Et aux extrémités, on aura nos superstars, nos étoiles, qui, eux, ont justement un rendement efficace, super efficace. Et de l'autre côté, on a ceux qui sont à problématique, euh, donc ceux qui sont en mesure disciplinaire ou en stratégie de sortie. Donc, globalement, quand vous allez budgéter également vos, euh, vos budgets d'ajustement, vous pouvez vous baser sur ça aussi. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, sachant que statistiquement, ça va ressembler à ça, vous pouvez donc, je vais revenir en arrière, vous pouvez donc vous dire que 60, à peu près les 2 tiers de votre entreprise ou de vos employés l'IPC, l'ajustement salarial de 2% globalement annuellement au Canada qui est prévu. Donc, l'IPC, c'est l'indice de prix à la consommation. Si vous allez sur le site de la Banque du Canada, à chaque année, puis de façon mensuelle, bon, il y a le taux directeur, ça c'est celui pour votre hypothèque puis vos placements, mais il y a toujours aussi l'inflation qui est mesurée. Et en décembre 2018, on arrivait à 1,9, 2%. Il y a différents calculs d'IPC. Finalement, vous pouvez vous baser sur ça pour dire, ben, moi, je veux que mes employés conservent leur pouvoir d'achat. Donc, il faut au moins que je donne 2% d'ajustement. Donc, la masse, je vais leur offrir 2% s'ils atteignent les résultats. Et là, vous pourriez justement dire, ben, nous, on va budgéter un petit peu en supplément pour ceux qui ont des cotes de 8, de 9, de 10, des rendements exceptionnels. On va leur donner un peu plus. Et c'est pour ça que, au fil du temps, puis je vais arriver à un autre diapo ici. Vous voyez, ça, c'est les prévisions salariales, d'augmentation salariale pour le Québec. Donc ça vient de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. À chaque année, ils font une petite étude sur différents secteurs d'activité, sur les catégories d'emploi, le nombre d'employés. Donc, si vous allez sur Google puis vous marquez prévision salariale, Ordre des conseillers en ressources humaines, vous allez tomber sur le rapport. Globalement, vous voyez que euh, ce qui est prévu en 2019, c'est de donner des augmentations salariales qui varient, bon, 2,7, 2,6, tout dépendant du secteur d'activité, là. Mais globalement, ça nous donne une bonne idée. Puis je vous dirais, dans les 3-4 dernières années, euh, c'est pas mal ça qu'on voit, la tendance, la moyenne québécoise et canadienne, c'est de donner environ entre 2,6, 2,7, 2,8%. Donc, le 2 serait un minimum, puis le reste, ben, c'est des pratiques que vous jugerez ensuite selon votre budget. Puis ça. Donc,
Ceci étant dit, une fois que vous avez arrimé vos trucs, vous pourrez vous engager à vos employés. Puis ça, ce document-là, cette charte-là pourrait être annuellement révisée. Donc, les pourcentages pourraient changer de façon annuelle. Donc, il suffirait de l'intégrer dans votre politique d'évaluation. Puis de dire à chaque mois de janvier, nous, on va définir c'est quelle mesure exceptionnelle il pourrait s'attendre à avoir quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même arrimer ces cotes-là avec de la bonification annuelle. On va prendre un exemple très simple. Marc a 9 sur 10. Marc est admissible à un bonus annuel de 10 000 donc sa cote est de 9 sur 10. Il recevra 90% du bonus maximal. Donc, il recevrait 9 000 par exemple. Donc, faire l'évaluation de performance, ça peut nous servir, de l'arrimer avec l'ajustement salarial, mais ça, on peut avoir des mécaniques aussi qui nous permettent d'arrimer l'ajustement avec euh, la bonification annuelle. Donc, n'oubliez pas qu'en arrière de tout ça, on est en train d'évaluer des comportements, des projets, des compétences, du leadership. Donc, c'est pas arbitraire de dire, ah ben, je te donne 9 000 de bonus. Au contraire, c'est très bien soutenu. Alors, je vous montre un peu un exemple que j'utilise. Ça, c'est quand on a besoin de quelque chose de vraiment, mais vraiment simple. OK? Euh, je vous donne un exemple ici. On reprend un peu les cotes là, de 5 à 10 ici dans le libellé. Fait que là, l'employé va inscrire son nom, le titre, le gestionnaire. Et là, on va mettre des comportements ou des indicateurs qui sont génériques. Donc, si vous n'avez pas de processus d'évaluation, je vous dirais de commencer avec ça. Si pour tester un peu la réception de votre équipe avec ce système-là. Donc, la bonne pratique également, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que c'est pas le gestionnaire qui a tout le fardeau de préparer l'évaluation de performance, puis de se souvenir à tout prix de tous les bons coups puis des moins bons coups. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut demander à l'employé, ce qui est une bonne pratique, de s'auto-évaluer. Donc, lui, il va dire, bon, maîtrise de ma fonction, c'est un 7, la qualité de travail, c'est un 8, la quantité de travail, c'est un 6, etc., etc. Donc, lui, il s'auto-évalue. Donc, le gestionnaire lui remet le document, demande à son employé de s'auto-évaluer, de lui remettre le document. Et là, le gestionnaire, à la réception de ce document-là, peut maintenant penser à sa propre évaluation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si l'employé s'est mis un 6 en maîtrise de sa fonction, puis le gestionnaire, lui, il dit, ben non, c'est un 10 ou c'est un 9 selon moi, ben c'est facile dans la discussion de performance de dire, hey, mais bravo, sincèrement, tu atteins les attentes au-delà de ce que je m'attendais. Donc, ça peut avoir une discussion très positive. Puis à l'inverse, quand on a des employés qui s'auto-évaluent un petit peu trop fort, ça permet de mettre en perspective euh, leur prétention et ou leur perception de leur travail. Donc, si l'employé s'est mis un 10 puis le gestionnaire dit non en quantité de travail, c'est un 7, ben là, ça aussi, ça amène une discussion intéressante. Et là, c'est qu'au moins, on peut se préparer comme gestionnaire parce qu'on sait déjà sur quel point on va pouvoir être positif, d'autres points qu'on va devoir être plus constructif. Alors que si vous évaluez votre employé de votre côté, puis vous dites, OK, mardi prochain, on se voit, puis là, mardi suivant, ben, vous faites la présentation, puis vous lui dites, voici tes forces, voici vos opportunités. La discussion ne sera pas semblable que si un employé s'est auto-évalué puis que vous êtes prêt à recevoir un peu son argumentaire parce que là, vous savez où que ça va coincer dans la discussion, où ça va bien aller. Alors que si vous avez aucune idée comment l'employé se perçoit dans tout ça, ça risque d'être une surprise intéressante. Puis là, c'est là que beaucoup de gestionnaires ont peur ou n'ont pas la confiance nécessaire ou n'ont pas d'intérêt à évaluer les gens parce qu'ils trouvent que ces discussions-là sont difficiles. Puis on perd le contrôle. Mais l'auto-évaluation, ça permet au moins de se préparer davantage. Là, ça, c'était pour des comportements très simples. Souvent, ça peut tenir sur une page, puis à l'endos, il pourrait y avoir des espaces pour écrire des commentaires libres. Là. Ici, c'est vraiment qu'on fait juste sortir des cotes.
Donc, ça peut être des cotes, ça peut être, ça peut être atteint, non atteint. Il peut y avoir seulement deux cotes. C'est que tu l'atteins, la maîtrise de la fonction, ou tu ne l'atteins pas. Là, ici, on se donne une latitude de 1 à 10, mais ça pourrait être une échelle de 1, 2, 3, 4. Ça peut, bref, c'est un outil générique là, que vous utilisez en fonction de ce que vous avez besoin. Après ça, quand on est dans des gestionnaires, on peut avoir des trucs qui sont un peu plus spécifiques. Au lieu d'avoir des tâches, des comportements, des projets, des éléments, on peut avoir des attentes de leadership, on peut avoir des attentes de comportement. Donc là, ça devient un petit peu plus complexe, mais encore là, on pourrait avoir l'auto-évaluation d'un côté puis l'évaluation du gestionnaire. Hein. Tout le monde a un patron dans la vie. Alors, d'un côté, il y a l'évaluation, puis on se laisse, par exemple, des commentaires. Quand on est dans des évaluations de leadership, on peut se permettre, on peut demander à nos superviseurs, nos chefs d'équipe, nos contremaîtres, au moins de supporter leurs commentaires. C'est certain que si vous avez 350 employés puis que tout le monde doit écrire du texte, faire le suivi de tout ça, ça peut être laborieux, mais avec une équipe de gestion puis, qui vient de supporter, ben là, c'est intéressant. On peut aller un petit peu plus loin avec quand on a des détails écrits où on vient supporter pourquoi on s'est donné la telle cote ou telle cote. Donc, ça peut tenir un processus, une grille d'évaluation, ça peut tenir sur une page recto-verso, comme ça peut être des documents de 4-5 pages où on demande de développer, d'être plus spécifique sur ce qui s'est produit, par exemple, sur c'est quoi les suivis que tu as à faire suite à l'année que tu viens de passer, c'est quoi ton développement professionnel que tu prévois en fonction des forces et des opportunités que toi tu perçois et que moi, comme gestionnaire, je te donne. Donc, ça peut être des plans de coaching, un plan de mentorat, ça peut être d'aller faire un cours de développement professionnel, ça peut être d'assister à des conférences, de lire un livre. La bonne pratique, également, c'est de mettre entre les mains à l'employé, de dire, écoute, voici les résultats que je te donne, tu as des forces, tu as des opportunités, travaille sur tes forces, comment tu vas y arriver, est-ce que tu veux travailler aussi sur certains éléments de compétences plus faibles, et c'est quoi ton plan de match? Et de prendre engagement avec l'employé, de dire, ben, l'année prochaine, on va regarder si tu as respecté ton plan de développement. Parce que c'est bien beau faire une évaluation de performance, on fait un constat, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce constat-là? Est-ce qu'on fait un suivi? Est-ce qu'on permet à nos employés, est-ce qu'on donne un budget discrétionnaire à l'employé pour lui dire, écoute, va te former davantage, etc. Et là, on pourrait avoir de l'appréciation, on pourrait dire sur quoi ils veulent travailler, c'est quoi les mandats, c'est quoi leurs idées, c'est quoi les innovations. C'est une bonne idée aussi dans l'évaluation et dans la gestion de rendement de demander à l'employé, est-ce que tu peux me parler aussi de moi, mon style de gestion? Est-ce que tu trouves ça intéressant de la façon que je te supporte, que je t'encadre, que je te reconnais, que je t'apprécie? Donc, c'est plus autant unidirectionnel que ce l'était. Si vous voulez un peu le modèle hybride entre l'appréciation comme ça, formelle qu'on connaît, puis l'appréciation continue, ben, ça peut être intéressant de mettre en lumière justement une rencontre qui est un peu plus bidirectionnelle, où que le gestionnaire va donner de la rétroaction à son employé, mais qu'aussi l'employé va dire, ben voici moi ce que je pense de ta gestion ou de ton style. Donc, ça peut être intéressant aussi comme rencontre. Globalement, juste pour vous donner une idée de grandeur, là, si vous avez besoin de support, ben, monter un outil d'évaluation, un programme d'évaluation de la performance, là, ben, la grille d'évaluation, le calendrier d'évaluation, l'analyse budgétaire avec vous, des ajustements, l'arrimage avec la bonification annuelle puis les ajustements, l'accompagnement de votre équipe de gestion, l'implantation du processus. Bon, moi, là, par expérience, globalement, si vous êtes dans une moyenne entreprise, 10-50 employés, un programme comme ça va nous prendre environ entre 15 et 20 heures vous accompagner globalement. Puis ça va, nos honoraires avec vous spécifiquement sont d'environ 115 $. Donc, ça ne coûte pas 50 000 $ mettre en place un programme d'évaluation de la performance. C'est beaucoup moins coûteux que ça. Puis il y a même des choses, vous l'avez vu, là, que vous pouvez faire par vous autres-mêmes. Si vous voulez, on peut juste challenger votre programme d'évaluation de la performance aussi, puis de voir quelles sont les bonnes pratiques aussi. Fait que finalement, l'appréciation en continu, la nouvelle tendance, là, parce que là, on a pris un peu de temps pour parler de la méthode traditionnelle. Comme je le disais d'emblée, ben, c'est que là, il n'y a plus de rencontre formelle qui est
la rencontre formelle, pardon, est plus systématique, là, n'est plus obligatoire. Si on fait de l'appréciation en continu, ben, on peut soit la conserver ou soit la bonifier ou avoir juste une rencontre, comme je disais, bidirectionnelle où que les deux discutent. Euh, la tendance, comme je vous disais, c'est la spontanéité, c'est de donner de la reconnaissance, c'est de donner de l'appréciation à chaque jour, à chaque semaine, idéalement avec son équipe. Donc, là, qu'est-ce que je peux reconnaître? Je peux effectivement reconnaître des résultats, je peux reconnaître des objectifs atteints, mais ce qui est intéressant puis ce qui est facile en appréciation continue pour pouvoir en faire plus souvent, c'est de reconnaître les efforts. Parce que si on attend que notre vendeur qui avait 1 million d'objectifs vende 1 million pour le reconnaître, ben c'est sûr que ça va rester sur une base annuelle. Par contre, si on divise cet objectif-là en plusieurs milestones, en plusieurs jalons, ben là, ça va nous permettre d'augmenter la fréquence, de faire un suivi, pour pouvoir dire, regarde, par rapport à l'année dernière, t'es 3% au-dessus, continue. Donc, ça nous permet justement d'avoir une fréquence plus importante. Euh, c'est d'être ouvert aussi en appréciation continue comme je le disais, de recevoir de la rétroaction autant euh, d'en donner que d'en recevoir. Puis sincèrement, la petite dernière phrase ici, là, c'est super intéressant parce que c'est ce qui fait en sorte que on peut confirmer ou non que l'appréciation continue est vivante dans votre entreprise. C'est que le partage de rétroaction, le partage de rendement se fait dans tous les sens. Donc, on parle de communication, on parle de rétroaction, d'appréciation qui est ascendante, descendante, diagonale. Donc, descendante, c'est celle qu'on est habitué de voir. C'est-à-dire le gestionnaire donne de la rétroaction, donne du feedback, de l'appréciation à ses employés. Lorsqu'elle est ascendante, ben là, c'est l'inverse. Hein, elle monte vers la tête de la pyramide. C'est les employés sont ouverts, on leur rend disponible la possibilité de donner de la rétroaction aussi à leur gestionnaire, à leur supérieur. Donc, c'est un changement de culture intéressant. Et également de le faire de façon horizontale, latérale, c'est-à-dire que des collègues vont aussi pouvoir participer, par exemple, à l'évaluation ou donner de la rétroaction ou de l'appréciation à leurs collègues. Donc là, quand il y a un bon mélange d'ascendant, descendant, diagonal là, ou horizontal, là, ça veut dire que vous êtes très bien lancé dans le processus d'évaluation continue. Je ne sais pas si vous connaissez le concept d'évaluation 360 degrés. Là, malheureusement, j'ai pas mon petit graphique là-dessus. Mais une évaluation 360, c'est qu'on retrouve le travailleur au centre, puis tous les gens qui gravitent autour de lui sont appelés à l'évaluer, à lui donner de la rétroaction. Souvent, ça se fait de façon anonyme, mais on pourrait avoir des processus qui sont plus ouverts. Par exemple, qui se retrouve autour de moi quand je suis un employé? Bien entendu, j'ai des patrons, j'ai des clients, j'ai des fournisseurs, j'ai des collègues de même niveau que moi, j'ai également des subordonnés, j'ai des gens dans d'autres divisions qui sont des partenaires d'affaires, j'ai des gens avec qui j'offre du service interne. Donc, tous ces gens-là peuvent participer aussi à mon développement puis à ma gestion du rendement. Donc, si vous êtes capable d'emboîter une genre de culture que c'est pas juste le boss qui doit donner toute la rétro puis qui doit s'occuper de toute la reconnaissance des employés, c'est intéressant. C'est là qu'on va. Les nouveaux modèles, là, plus agiles, plus matriciels, tout le monde est apte à donner de la rétro puis de l'appréciation à tout le monde. Ça commence à être intéressant. Ça rend les environnements de travail super stimulants. Surtout pour la nouvelle génération avec laquelle on a quelques défis en ce moment. Et là, quand on veut donner de la rétroaction en continu, il faut avoir une certaine intelligence émotionnelle comme gestionnaire ou comme intervenant pour dire est-ce que c'est le bon moment d'en faire? Parce que oui, quand c'est des bonnes choses, c'est facile. Par contre, quand c'est plus difficile, il faut s'assurer du bon moment puis de la fréquence. Là, si 3 fois par jour, vous dites à l'employé hey, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est pas bon, là, lui, l'appréciation continue, là, il la trouvera pas drôle. Donc, au final, il faut s'assurer du bon moment, de la bonne fréquence. Il faut s'assurer aussi que la rétroaction qu'on donne, l'appréciation, soit sincère.
C'est pas parce qu'on a dit qu'on fait de l'appréciation continue que maintenant je suis obligé, puis je m'oblige à donner, puis à inventer des éléments à mes employés, là. Parce que si ça devient pas sincère, les gens vont débarquer du système. Qu'elle soit personnalisée, donc concentrez-vous sur des rétroactions qui sont individuelles et non pas toujours de reconnaître les efforts de groupe. Hey, bravo team, bon travail aujourd'hui. Bon, est-ce que c'est une appréciation qui est valide? Bon, à certains égards, mais c'est beaucoup plus intéressant si je vais voir, hey, Marc, spécifiquement, merci pour le processus de sélection que tu as fait. On a un super candidat entre les mains. Tout le monde, toute l'équipe de direction te supporte dans ça, puis on est super enchanté de voir ce que tu as fait aujourd'hui ou cette semaine. Donc, ça, c'est spécifique, c'est personnalisé, c'est sincère. Vous avez vu, ça a pris 15 secondes de lui dire ça. J'ai pas été obligé d'attendre à la fin de l'année pour lui dire hey, bravo, tes skills ou tes compétences en recrutement. Donc, c'est un peu ça. Et il faut qu'elle soit pertinente. Je lui parle d'un processus de sélection de personnel qu'il a fait la semaine dernière. Je lui parle pas que l'été passé, il y a un comportement santé-sécurité exemplaire. Il faut garder le momentum en appréciation continue. Pas lui dire ouais, tu te souviens-tu, il y a 6 mois, tu es arrivé en retard une couple de fois cette semaine-là, il faudrait faire attention. Tout ça fait pas de sens. Et finalement, ben, c'est de faire une rétroaction puis de faire un suivi sur les efforts qui sont faits avec le temps. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a plus de rencontres formelles qu'on peut pas pour autant faire des rencontres spécifiques de suivi. Puis l'appréciation continue, pour terminer, je crois que c'est une de mes dernières diapos, ben, c'est quoi la raison d'être de l'appréciation? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est constructif? Vers qui je m'en vais la donner? Donc, est-ce que la boîte grise, là, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que la personne va être réceptive? Est-ce que j'ai l'intelligence émotionnelle de comprendre que c'est le bon moment pour le faire ou non? Est-ce que j'ai été capable dans la boîte jaune d'évaluer puis d'observer des comportements ou du rendement de façon efficace? Est-ce que globalement dans l'entreprise, c'est le temps de faire des rencontres comme ça? Donc, si vous avez une équipe de comptables là, à 7 jours ou 8 jours comme ça, là, de la fermeture de l'espace REER, là, du moment d'acheter des REER, là, c'est peut-être pas le temps de leur dire hey, on va prendre 45 minutes aujourd'hui pour parler de ton rendement. Et on va dire j'ai d'autres choses à faire. Là, fait il faut avoir l'intelligence aussi de faire ça au bon moment. Est-ce que toute les gestionnaires, la direction donnent l'exemple aussi parce que faut pas que ce soit juste une personne qui dise on fait de l'appréciation continue puis toutes les autres ont un modèle traditionnel ou embarquent pas dans le jeu. Il faut que les gens donnent l'exemple. Puis au final, ben, idéalement, là, la boîte orange c'était la première, mais c'était quoi justement les tâches qui sont établies, puis ensuite on cascade. Là. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la distinction entre l'appréciation traditionnelle puis l'appréciation en continu. C'est le concept qu'on met en lumière. Alors, prochaine. Je respecte l'horaire, il était 47. La dernière fois, on avait proposé de vous envoyer des attestations et des copies PDF de la présentation en écrivant un courriel. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que on va l'envoyer systématiquement à tout le monde. Donc, donnez-nous quelques heures et quelques jours pour envoyer. Donc, on va prendre tous ceux qui sont à la présentation aujourd'hui, c'est ceux qui étaient présents. On va vous envoyer une attestation personnalisée et on va vous envoyer une copie PDF. Si jamais, mettons, dans 7 jours, vous n'avez pas reçu ou vous la voulez absolument tout de suite là, pour X, Y, Z raison, écrivez-nous. Donc, on est toujours à la recherche de la bonne pratique pour assurer votre satisfaction. Puis, si vous avez des questions, vous écrivez à cette adresse-là. Vous pouvez aussi, si vous voulez demander un devis ou comment on peut vous accompagner au niveau de l'élaboration de votre politique, ben, n'hésitez pas, on est plusieurs experts à pouvoir vous appuyer. Et je vais maintenant ouvrir la possibilité aux gens de poser des questions, s'il y en a. Sinon, ben, je vous souhaite une excellente journée en vous souhaitant une bonne évaluation de la performance et en espérant que cet atelier vous a plu. Donc, je vous souhaite encore là de vous revoir. Je nous souhaite plutôt de nous revoir au prochain atelier qui vous recevrez l'invitation sous peu.
euh, qui est sûr, j'aurais peu je me lancerai pas, je veux juste être certain de qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est vous l'avez sur le site de Sage Ressources Humaines, puis vous l'avez reçu aussi dans le dernier infolette. Vous avez le calendrier jusqu'en septembre prochain des prochains webinaires, justement. Donc, merci à vous. Je suis désolé pour les petits problèmes de son. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est produit, en espérant que vous n'avez pas trop manqué de bout. On me pose la question, merci Audrey. Comment faire le suivi avec des employés en mandat? Donc, est-ce que vous pouvez me dire mandat, ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est des mandats temporaires, par exemple, ou c'est des gens qui sont en sous-traitance chez les clients? OK. Euh, ben ça, quand tantôt je parlais de l'évaluation 360, c'est-à-dire que des gens qui gravitent autour de mon employé peuvent m'aider à évaluer et à donner de l'appréciation en continu. Donc, c'est sûr que quand votre employé, vous ne l'avez pas physiquement avec vous, puis que c'est difficile pour vous, que votre client est pratiquement plus au courant de son rendement que vous, là, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va, votre question, ben, ça serait effectivement très pertinent de demander à votre client de faire une auto-évaluation. Donc, bien entendu, ce serait pas lui qui serait spécifiquement responsable de lui rendre de l'évaluation puis d'avoir les discussions de rendement avec lui nécessairement. C'est de votre responsabilité. Mais je pense que ça serait très pertinent dans votre cas d'avoir une évaluation 360. C'est-à-dire que il y a des gens du client, il y a des employés de votre client qui vont évaluer l'employé. Vous allez le faire également. Puis là, vous pourrez, à la lumière des résultats, voir c'est quoi le prorata, là, c'est quoi l'importance de l'évaluation du client versus celle de l'employeur, puis d'à peu près faire une règle magique là, qui va vous permettre de donner une évaluation de performance qui est saine avec votre employé. Donc, c'est sûr que c'est pas facile, mais je pense que l'auto-évaluation de votre employé, d'inclure votre client là-dedans, ça peut être très pertinent. Puis vous, au final, vous serez imputable, puis vous serez responsable de rendre cette évaluation-là à votre coéquipier. Ça serait mon premier réflexe. Ouais. Alors, je pense, pense pas avoir sauté de question. Je vais remonter un petit peu en haut. Super. Ben, je vais fermer mon son pour éviter les petites problématiques de son. Et si jamais vous avez une question, là, je reste disponible pour encore 5 minutes. Sinon, ben, on reste disponible, comme je l'ai dit, par courriel et par téléphone. Merci beaucoup à tout le monde.